La pause d'art. Anecdotes, passion, parcours inspirant d'artistes d'ici pour le monde et ceux du monde pour ici. Titulaire de master en arts plastiques à l'Institut des beaux-arts de Douala en Konsamba, Numbimbo Lena est une artiste visuelle qui vit et travaille à Douala. Aujourd'hui, à travers le collage, la vidéo et l'installation, Lena explore la représentation du corps humain en rapport avec d'autres, qui n'est pas que son semblable, mais aussi la faune et la flore. Elle voit l'humanité sous un angle d'interconnectivité. Lena nous a gratifié il y a peu d'une belle exposition à l'Institut français au Cameroun, antenne de Yaoundé. Invitée dans le programme off de la Biennale Dakar, elle revient d'une résidence sanctionnée par une exposition à la galerie Les Arts du Soleil à Dakar, au Sénégal. Bonsoir Lena Numbimbo, merci de nous recevoir dans ton atelier et de nous entretenir pendant un certain temps sur le parcours qui est le tien. La première question, elle est simple, peut-être la plus basique, c'est comment toi tu arrives à l'art? Bonsoir. Comment est-ce que moi j'arrive à l'art? En fait, c'est quelque chose que j'effectuais dès le bas âge avec mes frères, notamment le dessin, dans la reproduction des bandes dessinées, dans la reproduction aussi des plantes, des fleurs, voilà. J'ai appris le dessin aux côtés de mes deux grands frères, Monte Lena et Josias Lena. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi. Mais sauf que moi, j'ai demeuré dans la chose. Mes frères, après leur baccalauréat, ils ont opté pour une autre discipline. Par contre, moi, j'étais vraiment dans la chose. Mais je n'étais pas dans le rêve de continuer avec. Je pense que là, c'est là où intervient mon papa. D'accord. Voilà, parce que dans son observation sur ses enfants, il a vu que j'étais aussi celle qui tenait la chose vraiment à cœur. Du coup, il me propose de continuer dans les beaux-arts après mon éducation générale, l'enseignement général. Mais c'est très rare ça, c'est-à-dire dans nos familles, généralement en fait, des artistes ou ceux qui s'intéressent à l'art ont toujours leur famille contre eux. Ça a été quand même quelque chose de très positif, le fait que toi, ta famille t'ait porté dans ton travail ou dans ta recherche en tant qu'artiste, quoi. Mais je voudrais savoir déjà, tu as combien de frères? Je suis la quatrième née, j'ai deux grands frères, une grande sœur et trois petits frères. Voilà, donc je suis la quatrième née. Ben, cette question n'est pas anodine parce que moi, par exemple, je suis le dernier de ma famille. Du coup, on s'en foutait un peu. On se dit, bah, écoute, tu peux aller faire là si tu veux. Les autres ont réussi, c'est-à-dire la réussite comme accepte la société en tout cas. Donc, toi, tu peux aller faire ce que tu veux. Et bon, ça m'a plutôt réussi. Donc, c'est pourquoi je te posais cette question-là. Mais toi, tu n'es pas la dernière. Tu as des cadets voilà, sous ta responsabilité. Et vraiment, je suis content que tes parents t'aient laissé, encouragé à faire cela. Mais dis-moi, quand justement tu étais, je sais pas, ça doit être quoi, entre le primaire, peut-être même qu'au primaire, tu faisais ces dessins-là. Qu'est-ce que tu dessinais déjà à l'époque? J'ai des plantes, des fleurs, parce qu'après tout, au lycée, je me rappelle bien, au lycée, parfois pour partager des émotions ou bien pour aider une amie qui veut s'adresser à un copain et consort, il y avait ces cartes de vœux, des fleurs avec les petits poèmes, voilà. J'étais beaucoup dans ça. Je ne les vendais pas, je le faisais par plaisir. Voilà, et même dans mes cahiers de cours, je passais mon temps à dessiner parfois. Soit on va donner un exercice. Si je finis vite mon exercice de mathématiques ou de philosophie, je vais me mettre à dessiner en bas de la page. Voilà, c'était quelque chose que je faisais vraiment par passion. Voilà, je vais revenir un peu sur l'histoire avec mon papa parce que lui m'a beaucoup encouragée. En fait, c'était un peu à l'inverse des histoires de beaucoup des artistes que moi j'ai eu à écouter parce que moi, je n'étais pas pour continuer dans le domaine artistique parce que j'étais beaucoup frustrée par mes camarades, surtout quand ils disaient « Ah, moi, je vais faire les beaux-arts. Oui, on te voit toujours dessiner, tu vas aller faire ceci. » Tu sais, ah, c'était un peu décourageant, je me sentais un peu frustrée. Mais je remercie mon papa parce qu'il a vu quelque chose en moi que moi-même, je n'ai pas su saisir ou voir ça en moi-même. Voilà, je voulais faire autre chose comme mes frères parce qu'on prenait justement le dessin comme un loisir, sauf que je n'avais pas pris conscience que c'est quelque chose qui me permettait
je sais pas, je me sentais bien. Et ça, c'est ce que mon papa a remarqué. Donc, du coup, après mon baccalauréat, moi, je voulais me fondre aussi dans la masse, quoi. Aller à l'université. J'étais dans le choix déjà de la filière parce que mon papa m'a posé une question. Quelle est la filière que tu veux aller faire à l'université? J'ai dit, papa, je vais faire géographie. Il m'a dit, OK, donne-moi les raisons du pourquoi tu choisis la géographie. Oui. J'ai dit, papa, moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'a toujours intéressé, c'est le dessin des mondes, le dessin des cartes à l'école. Ça me passionne beaucoup. Du coup, je veux continuer dans ça. Et on m'a fait comprendre que c'est les cartes, les volcans, tout ça, c'est géographie qui est plus... Il m'a dit, mais tiens, ça, c'est pas raisonnable. Si c'est le dessin qui t'intéresse, c'est pas la géographie que tu vas faire. Ça veut dire que c'est les beaux-arts. Ça veut dire qu'en fait, tu aimes quelque chose, mais tu ne choisis pas la bonne filière. J'ai dit, les beaux-arts, c'est encore où ça? Il y a Konsamba, il y a Marois, il y a Fuma. Il dit, non, papa. Parce que nous, j'ai fait le lycée dans la Damawa, dans la ville de Bagnou. Okay. Du coup, après le baccalauréat, le rêve, c'était soit Douala, soit Yaoundé. Okay. Voilà, je ne voulais pas encore aller dans une ville. D'accord. Douala et Yaoundé, pour ceux qui ne savent pas, sont les villes importantes du Cameroun, la capitale politique et la capitale économique. Justement, donc je voulais aller dans ces villes-là pour fréquenter. Du coup, quand il m'a dit Konsamba ou Fumba, ça m'a d'abord désaxé. Et il m'a dit non, tiens, il faut y aller parce que les raisons que tu me donnes pour la géographie, ce n'est pas la géographie qui est la bonne filière. Il faut aller faire beaux-arts, soit l'architecture d'intérieur, soit l'art plastique. C'est quelque chose qui se retrouve dans ton domaine. Voilà. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'était un peu compliqué. Mais pour finir, je me suis toujours inscrite en géographie à l'université, après avoir composé le concours de Beaux-Arts. Parce que si je ne passais pas, il allait me laisser faire la géographie. Oui. J'ai commencé les cours là-bas, c'était compliqué. 300 personnes, 400 personnes dans la ville pour entrer d'abord, ça m'a découragée. Parce qu'au lycée, je faisais la série allemande et nous n'étions pas nombreux. Donc, j'étais habituée à voir toujours l'espace autour de moi. Je n'étais pas habituée à la foule. C'est vrai qu'en série espagnole, ils étaient toujours nombreux. Mais nous, série allemande, on était restreints. Oui, on était peu. Les professeurs avaient le temps. Donc, j'étais bien soignée. Mais arrivé à l'université, l'amphi, on était 400 combien. À 400, vous étiez encore peu nombreux. Moi, je me souviens à l'amphi, que ce soit à Ngaoundéré ou à Tchang où j'ai commencé. On allait à l'école à 6 heures pour réserver les places. Et des fois, tu arrives, il y a déjà les gens qui ont mis les cahiers partout. Et ils vendent la place, tu vois. Et tu vas à 6 heures pour que le cours commence à 8 h 9 heures. Mais tu es tout fatigué. Généralement, du coup, dès que le professeur entrait, j'étais trop fatigué pour suivre. Je rentrais à la maison et j'ai pu commencer à ne plus y aller du tout. Là, c'est ça l'université chez nous. Donc, ça a été presque la même expérience avec toi, quoi, avec ce nombre pléthorique. Oui, c'est vrai. Donc, à l'université de Ngouaikele, je n'ai pas fait un mois de cours là-bas. Quand les résultats des Beaux-Arts sont sortis, justement, il y avait mon nom et j'étais appelée à d'autres fonctions. J'étais appelée à faire autre chose. Et mon papa m'a beaucoup conseillé et même mes frères m'ont beaucoup encouragée parce que je suis donc allée répondre présente aux Beaux-Arts. Je me suis inscrite au niveau 1. C'était toujours difficile parce qu'en classe, on était on était 10, mais il n'y avait pas assez de professeurs. Parfois, on annonçait le cours, mais on disait, bon, le professeur n'a pas pu arriver. C'était comme ça. Et voilà. Là, c'était celui de quelle ville que tu as appris? Konsamba. Oui, j'ai été admise aux Beaux-Arts de Konsamba, oui, rattachée à l'université de Douala. Donc, la première année était compliquée pour moi parce que c'était une bagarre. J'étais un peu... mes yeux étaient un peu plus retournés vers mes amis qui sont à l'université. Par contre, j'avais cette passion en moi aussi. Voilà, et j'étais au Beaux-Arts. Donc, du coup, c'était compliqué. Je n'étais pas très concentrée. Voilà, je n'étais pas très concentrée. Mais j'ai eu la grâce de rencontrer l'artiste Jean-Jacques Kanté, à qui j'ai expliqué ma situation. Il m'a dit, tiens, avant même que tu ne m'expliques ce que ton papa a vu en toi, moi-même, je le vois. Et j'étais à l'œil. Je me rappelle bien de cette phrase. Il a dit, toi, j'étais à l'œil. Et avec toi, je vais travailler pour que tu prennes conscience du potentiel que tu as. Je me sous-estimais beaucoup. J'ai aussi vu la façon dont mes camarades s'adonnent au domaine. Moi, je le faisais juste comme ça. Mais après, j'ai dit,
pourquoi ne pas prendre conscience? Je le fais et de plus en plus que je le fais, je me sens bien. Mais pourquoi vouloir toujours regarder ailleurs? J'ai commencé à prendre conscience petit à petit et à prouver justement la chose que je faisais. Ne pas prendre ça comme un second métier. Parce que c'est comme ça que moi je voyais ça. Le faire pour un second métier parce que ça n'avait pas peut-être de salaire. Donc moi je voyais ça comme un second truc, quoi. Mais au fur et à mesure que je travaille avec mes camarades et aussi mes entretiens avec l'artiste Jean-Jacques Kanté qui m'a fait voir la vie d'autres artistes, qui m'a parlé aussi de son propre parcours. J'ai dit, mais tiens, ceci ne doit pas être, je ne dois pas toujours voir ça comme un second métier. C'est quelque chose que j'aime, mais il ne faudrait pas que j'ai honte, parce que c'était surtout ça qui était caché au fond de moi. Moi, j'aurais honte de dire que je fais l'art. Ouais, je suis artiste. Oui, voilà. Au début, c'était ça. C'était un peu la honte qui me dérangeait, aussi la peur, voilà. Mais après, voir d'autres personnes dans le même lieu qui se sentent bien, mais pourquoi je dois avoir honte de quelque chose que j'ai, de cette richesse-là? C'est là où j'ai pris conscience de la chose et j'ai commencé à m'adonner au domaine. C'est comme ça que je me familiarise de plus à l'art plastique, à la peinture, au dessin. Et c'est comme ça que j'entre dans la pratique. D'accord. Que tu fais ton parcours surtout d'apprentissage. Ouais. Ok, donc tu as ton bac, tu t'inscris à l'Institut de Beaux-Arts de Nkonsamba. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu comment tu as vécu cette formation-là. Quelles sont les choses difficiles que tu as pu traverser en tant qu'apprenante. On ne va même pas dire jeune artiste, tu te formais encore. Comment c'était là-bas à l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba? À l'Institut des Beaux-Arts, j'ai dit tout à l'heure, c'était difficile au début, mais quand je prends conscience, c'était bien. Parce qu'il est vrai, j'avais des cours à l'Institut, mais c'était un peu genre 30% sur la pratique. Parce que ma formation, même, je pense, c'était pendant mes stages académiques, notamment avec Akeo à Batier et aussi dans les ateliers Hervé Yumbi. Donc, pendant les cours, il y a eu plusieurs disciplines sur l'art, l'histoire de l'art, la pratique aussi, à proprement dit. C'est là où j'ai eu mes premiers cours de dessin avec l'artiste Jean-Jacques Kanté et aussi en infographie avec l'artiste Louise Épée, l'ancien Louise Épée. Et aussi Dr Ruth Bellinga sur la notion d'esthétique. Donc j'ai fait mes premiers cours, mes premiers cours officiels de dessin à l'Institut des Beaux-Arts parce qu'avant les Beaux-Arts, je n'ai pas eu à fréquenter quelqu'un qui était... Voilà, je faisais juste des reproductions à la maison avec mes frères. Donc j'ai eu mes premiers cours à l'Institut des Beaux-Arts de Nkonsamba et je n'avais jamais touché à la peinture, à la pratique de la peinture. Parce que j'effectuais juste du dessin et du dessin linéaire. Je ne connaissais pas ce qu'on appelle ombre, lumière, voilà. C'est à l'Institut des Beaux-Arts que je découvre ça et je m'améliore justement pendant mes stages. Et je fais pour ma première fois la peinture sur papier comme sur toile. Tu es à l'Institut des Beaux-Arts et quels sont les référents que toi tu as en tant qu'artiste, c'est-à-dire les artistes auxquels tu aimerais ressembler? Parce que tu l'as bien dit au départ, tu prenais un peu les choses à la légère, mais quand tu t'es dit, ah mais ça il faut que j'y aille vraiment, quels sont les modèles que tu te donnais toi en tant qu'artiste? Moi, le modèle que j'avais, c'était mon enseignant, l'artiste Jean-Jacques Kanté, surtout pour sa notion de couleur. Et aussi, un cours qui m'a beaucoup marqué pendant mon cursus académique, c'est le cours sur les différents genres artistiques. Le paysage, le portrait, la nature morte, l'allégorie. Moi, ce qui m'a beaucoup captivée, c'est la notion du portrait. Et comme artiste de référence que j'avais, c'était l'artiste Jean-Jacques Kanté et l'artiste Hervé Yumbi. Parce que ce sont des artistes qui ont aussi beaucoup travaillé sur le portrait. Étant donné que c'était un genre artistique qui m'a beaucoup marqué et qui me permettait aussi de représenter, oui, je vais dire des visages que je connaissais de mon entourage, de ma famille. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la peinture, voilà. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'avais ces deux artistes comme référence, oui, surtout sur mon premier cycle
à l'Institut des Beaux-Arts parce qu'après le premier cycle, les choses sont aussi modifiées, améliorées. Il y avait d'autres options qui s'ouvraient, notamment avec le docteur Comgem Achille, qui m'a amené à explorer autre chose que Achille K. Oui, l'artiste Achille K. Voilà, qui m'a amené à explorer d'autres médiums que la peinture et le dessin. Oui. La pause d'art. Quand tu cites, par exemple, les gens qui t'ont marqué, mais aussi les enseignants, la première remarque que je fais, c'est qu'il y a quand même très peu, il n'y a qu'une seule femme, en tout cas, quand tu parles, là, c'est, est-ce que ça n'a pas été, est-ce que ça n'aurait pas pu être quand même un certain frein, même pour toi, de te dire, ben, tu es dans un environnement où il y a presque, en fait, à 90%, voire même plus, c'est que des hommes. Mais toi, la jeune fille, j'imagine toute timide, toute petite, qui te faisait discrète dans son coin. Mais comment toi, tu arrives à te projeter dans cet espace-là, qui a majorité masculine? C'est difficile, mais au début, j'ai dit, dans ma famille, nous sommes 2 filles. Il n'y a pas beaucoup de filles déjà dans notre famille. Il y a plus d'hommes que de femmes. Donc, je suis un peu aussi habituée à cet univers-là. Mais c'est aussi compliqué d'entrer dans un domaine et c'est plus des hommes que nous verrons. C'est un peu difficile de se projeter en tant que femme. On peut peut-être se dire, peut-être arriver à un certain niveau, les choses ne vont pas marcher. On commence à se fixer des blocus en fait, sans même qu'on ait forcément eu à échanger avec quelqu'un d'autre. Mais le simple fait de voir et faire ce constat, on peut déjà se faire des blocus personnels. Donc du coup, c'était un peu compliqué. C'est vrai, dans la salle où j'étais, nous étions en moyenne 5 filles. C'était un peu à égalité. Parce qu'il faut aussi dire que moi, l'année où j'entre à l'Institut des Beaux-Arts, c'est aussi une année où pas mal de filles quand même ont pris conscience et ne se sont pas découragées aussi à venir entrer aux Beaux-Arts. Parce que c'était quand même, c'est pas évident pour les familles de laisser, même si mon cas est différent, de laisser leurs enfants, encore leurs filles, aller dans ce domaine-là. Donc moi, dans ma salle de classe, c'était pratiquement égal. Il y avait 5 filles, 5 garçons. C'était à égalité. Voilà, donc voir aussi d'autres filles, c'était quand même encourageant. Mais au niveau master, je crois que le nombre a un peu baissé. On était soit 4, une arrêtée. Et c'était difficile parce que comme enseignant, on n'avait pas beaucoup d'enseignants femmes. Et docteur Belinga nous parlait aussi à ce sujet. C'est vrai qu'elle disait, nous tous ici en salle, nous sommes des artistes et vous êtes peut-être 14, mais sachez qu'à la fin, parmi vous, il y aura peut-être un seul artiste, parfois 2. Voilà, c'est frustrant, mais ça encourage aussi parce que ça te pousse à vouloir faire des défis pour pouvoir surmonter. Et aussi, lorsqu'on présentait les artistes en salle, on va peut-être, sur 10 artistes présentés, il y aura peut-être une femme qu'on a présentée ou 2 femmes. Et comme je ne fréquentais pas encore la scène artistique, du coup, les artistes comme Justine Gaga, Christine Tala, tout ça, je n'avais pas encore connaissance de leur travail. Et voilà, étant au niveau 1, niveau 2 jusqu'au niveau 3, on me demandait de citer au moins 10 femmes artistes sur la scène camerounaise. Je n'aurais pas pu, voilà. Je n'aurais pas pu. C'était compliqué. Oui, je ne fréquentais pas la scène, mais il n'y en avait pas parce que les personnes dont on nous citait, c'était plus Justine. Donc, Maxi 2, Maxi 3, il n'y en avait pas assez. C'était quand même frustrant. Mais moi, je me disais, s'il n'y en a pas assez, je pouvais être la 4e. Je pouvais être la 5e. Et c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant. Et aussi, avec les échanges d'encadrés, parce que c'est aussi bien d'être entouré par de bons enseignants parce que qui nous donnent aussi de bons conseils et qui nous encouragent toujours. J'ai été découragée à plusieurs reprises, étant à l'Institut des Beaux-Arts. J'ai été découragée à plusieurs reprises, mais je ne manquais pas d'être encouragée, même pas mes propres camarades. Mais quelles sont les choses qui te décourageaient, par exemple, quand tu étais là et comment tu as surmonté ces choses-là? Je veux bien que tu partages ça avec nous et surtout avec ceux qui nous écoutent.
parce que le podcast est vraiment orienté vers les jeunes apprenants pour qu'ils peut-être ils rencontrent aussi les mêmes difficultés que toi tu as rencontrées et résolues et ta solution pourrait les aider beaucoup, quoi. Quelles sont les choses que tu as rencontrées et des difficiles et comment tu as surmonté? D'accord. D'abord la technique. Voilà. D'abord la technique. C'était, je vais dire d'abord la technique parce que en classe, la majorité des gens qui s'en sortaient, c'était justement le genre masculin. Voilà, c'était pas évident côté féminin. Et moi aussi, je me disais, mais si je n'arrive pas, peut-être je ne suis pas vraiment, peut-être bêta, je reste dans mon dessin linéaire, peut-être c'est là que se retrouve mon avenir, peut-être, mais c'était limité aussi. Oui, au départ, c'était la technique, du coup, ça m'a découragée pour un premier temps. Mais en fait, il me fallait juste être patiente. Voilà. Et ne pas se dire que, ne jamais dire que je ne peux pas y arriver. Puis ça, c'est une des choses basiques qui m'a d'abord découragée. Ensuite aussi, le matériel. C'était pas évident d'avoir le matériel pour avancer dans la pratique. Ça m'a aussi un peu découragée. Et aussi les petites expositions, je me rappelle d'une exposition qu'on avait faite. C'était ma toute première exposition, c'était Expo Art, oui, à Konsamba, en face de l'hôtel de ville. On avait présenté nos premiers travaux et je me rappelle lorsqu'on expliquait nos œuvres à ceux qui passaient, il y a deux hommes qui sont passés, ils ont vu mon travail. Pendant que je leur expliquais mon travail, ils avaient tendance à ne pas peut-être trop écouter. Vous voyez un peu, voilà, prête pas attention. Et quand je finis de présenter mon travail, il me dit, tu peux me passer ton numéro? Je dis, mais ça fait bizarre, quoi. Comment ça, je présente mon travail? Il ne prête même pas attention. Après, il demande mon numéro. En fait, c'est pour quoi? Pourquoi est-ce que vous demandez mon numéro? Je dis, bon, non, moi, je t'ai vu, tu m'as présenté ton travail et tu me plais. Je dis, mais ça fait quand même bizarre. Et puis, tu me plais, ça ne fait pas professionnel. Ça veut dire que ce n'est pas pour un cadre professionnel. Donc, du coup, ça ne m'intéresse pas. Puis, quand je suis rentrée chez moi, c'était quand même frustrant. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, j'ai travaillé ma chose, j'ai fait même mon portrait. Donc, mes natures mortes que j'ai fait en classe, tout ce qui l'a intéressé, c'est de prendre mon numéro. Pourquoi c'est comme ça? Pourtant, d'autres ont présenté leurs travaux. Mes camarades, ils ont présenté leurs travaux. Ils n'ont pas eu cette réaction-là. Voilà. Je ne les en veux pas, ce sont des êtres humains, mais c'est quand même frustrant. Voilà, c'est quand même frustrant. Le fait que ton travail ne les intéresse pas, quoi. Tout ce qui les intéresse, c'est le corps peut-être ma personne, voilà. Ou c'est quoi ma façon de parler, je ne sais pas. Je parlais comme on nous a appris à présenter le travail à l'école. J'ai eu cet effet-là une ou deux fois. J'ai dit, bon. Mais dis-moi, comment tu as résolu ça, quoi? Parce que c'est quand même quelque chose qui arrive beaucoup aux femmes. On prend des fois ça à la légère, mais on qualifie ça de harcèlement, ok? Mais toi, comment? Et je suis certain, parce que j'ai eu même déjà des témoignages de jeunes filles aux Beaux-Arts qui se plaignaient de ce genre de comportement-là. Mais toi, Lena, comment tu as pu passer au-delà? Comment tu as résolu ça avec ces personnes? Comment tu as résolu ça même vis-à-vis de toi-même aussi? Bon, déjà, eux, c'était par exemple, ceux qui m'ont demandé le numéro, c'était ma première fois de les voir pendant l'exposition. Après, je ne les ai pas revus, mais c'est quelque chose qui m'a touchée. Et quand je suis rentrée chez moi, ça m'a beaucoup dérangée. Oui. Ça m'a beaucoup dérangée, découragée. J'ai dit, bon, je ne sais pas, est-ce que ça serait toujours comme ça? Ça m'a frustrée. Si ça serait toujours comme ça, ce n'est pas donc nécessaire que je continue. Autant mieux aller faire peut-être l'école normale ou autre chose, faire un métier que toutes les femmes peuvent faire, étant donné qu'il n'y a même pas assez de femmes. Peut-être elles ont vécu la même situation et puis elles ont décidé d'arrêter peut-être à la longue. Bon, moi, je n'aimerais pas que ça continue dans cette lancée-là. Et je ne voudrais pas que ça aille à un niveau où ça me dépasse. Donc, autant mieux arrêter maintenant. Ça m'a dérangé la première fois, mais j'ai dit, je discutais beaucoup avec l'artiste Jean-Jacques Anté. Je lui ai fait part, il m'a dit tout ça, ça peut arriver. Ce sont des êtres humains, mais reste focus sur ton travail. Donc, tant que tu seras focus sur ton travail, ces choses, tu peux les épargner. Ça va arriver. Là, pour ça, il ne m'a pas menti là-dessus. Il m'a dit, ça va arriver. Et même quand tu seras sur la scène artistique,
Ce sont des choses que tu peux faire face fréquemment. Donc, autant mieux être prête. Tu as eu ça une fois, tu en auras ça d'autres fois. Il faut donc être focus sur ton travail. Ça m'a quand même reboosté. Oui, ça m'a beaucoup reboosté. J'ai continué ma pratique jusqu'en licence. Quand j'ai soutenu mon mémoire de ma monographie, licence, j'ai eu envie d'arrêter. Mais Pourquoi ça? Pardon? Pourquoi tu as envie d'arrêter? J'ai eu envie d'arrêter, juste comme ça. Oui, disant que bon, j'ai déjà eu la licence en ce domaine-là, c'est bon, je veux aller faire autre chose. En cette même année, c'était en 2017, je rencontre l'artiste Boris Ange. Et Boris Ange m'a parlé de son parcours. Il m'a parlé de son histoire, ça m'a beaucoup touchée. J'ai dit, mais lui, il a pu continuer. C'est vrai, c'est un homme. Il n'est pas dans ma peau de femme. Mais lui, il a pu continuer. Et il m'a aussi beaucoup conseillé. Parce qu'en dehors des enseignants que j'avais, avec qui je discutais sur ma vie personnelle et aussi en rapport avec ma carrière que j'aimerais faire à l'avenir, lui aussi, je lui en parlais. Et c'est un artiste qui m'a beaucoup compris et qui m'a conseillé. Parce que j'avais tendance à lâcher beaucoup dans le travail. Et c'est avec lui que je reprends même ma pratique encore artistique. Oui, c'est avec lui parce qu'à Konsamba, je pouvais passer un mois de travail peut-être 2 fois par semaine. Je ne sais pas si je vais qualifier ça de paresse ou tellement je me suis dit des choses dans la tête au point où ça me décourage. Et encore qu'en dehors de l'art plastique, je faisais la coiffure. C'est aussi quelque chose que j'ai pratiqué et qui m'aidait à m'en sortir avec le peu de moyens que mes parents m'envoyaient. Voilà, du coup, je me disais, peut-être je vais même foncer dans la coiffure, peut-être ouvrir ma structure demain. Mais lui aussi, il a vu quelque chose que moi, je ne saisissais pas toujours. Il m'a dit, ne lâche pas. Tout ce que je peux te dire, ne lâche pas. Et j'ai pris ça aussi comme une autre force. Et j'ai dit, je continue mon master cette année. Et c'est là où le docteur juste Achille Kongem entre dans ma vie avec cette idée de me pousser à peut-être tenter d'autres pratiques. Que celle-ci peut être peut-être fatiguée de la peinture ou bien c'est pas son truc. D'accord. Mais Avoir d'autres médias. oui, avoir. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas que le dessin, ce n'est pas que la peinture. Tu peux tenter la performance, tu peux tenter la vidéo, tu peux te familiariser aux nouveaux médias. Ça peut t'intéresser si l'univers de la peinture n'est pas trop... Mais moi, j'aimais bien la peinture et le dessin. C'est quelque chose que j'aimais bien, mais je ne me suis pas abstenue à tenter quand même d'autres médiums. C'était plutôt un enrichissement même. Parce qu'aujourd'hui, dans ma pratique artistique, je fais de la peinture, du dessin, mais aussi j'explore ces nouveaux médias. Je ne sais pas où ça va me mener, mais c'est quelque chose que j'explore, quoi. Je m'y adonne aussi à cette réalité-là. Donc c'est comme ça que je surpasse cette période-là, je surmonte et je continue mes études en master, voilà. Et master 1, déjà, j'entre sur la scène artistique avec une exposition. D'accord. Bon, on va revenir à ça. Mais j'aimerais que tu me parles d'une difficulté qui, ma foi, est peut-être la plus, comment dire, est celle qu'on retrouve le plus au niveau des instituts des beaux-arts. Et c'est par rapport au matériel. Comment toi tu as résolu le problème du matériel? Parce que déjà, comment toi tu trouvais ton matériel? Parce qu'il fut un moment où il n'y avait même pas de boutique de beaux-arts dans ces espaces-là. Comment toi tu faisais? Ok. Et faisant la peinture, au départ, quand c'était compliqué, je ne sais pas, peut-être c'est ça qui m'a un peu aussi poussé vers le collage parce qu'il y avait les papiers journaux qui étaient toujours disponibles et la colle, j'utilisais la colle Nemo à cette période-là, pas du liant. Et la colle Nemo c'était 1200. Une boîte pouvait me tenir même sur un mois puisque je faisais les petites dimensions. Donc je mixais. Si j'ai 20 000 francs pour acheter mon matériel, je vais acheter les petits tubes auquel je vais tenir parce que moi j'avais un per diem de 20 à 25 000 le mois que mes parents m'envoyaient. Ils ne tenaient pas compte du matériel.
Et puis, c'est vrai, ils payaient la chambre où j'étais, mais 25 000, c'était mon per diem pour le mois. Donc, du coup, parfois, je sacrifiais ces 25 000-là. J'achetais tout mon matériel et je me disais, au cours du mois, j'aurais peut-être 1, 2, 3 clientes qui vont venir faire les tresses. 2000, peut-être 2500 la coiffure, 1000 francs, ça me faisait 3000, je pouvais tenir un peu avec quoi, sur ma semaine. Donc, c'est comme ça que je manageais. Et aussi, j'ai commencé la pratique du collage. Les petits papiers que je trouvais, si je peux acheter du pain, on va faire l'emballage avec les papiers journaux. J'utilisais ça pour ajuster aussi dans ma pratique artistique. Voilà comment je mixais, voilà comment j'explorais mes petits trucs et je jonglais aussi avec le peu d'argent que j'avais. Par contre, quand j'étais aussi à l'Institut des Beaux-Arts, je n'avais pas trop de commandes. D'accord. Oui, je n'avais pas. Pour faire des Portraits, oui. Ok. Je n'avais pas trop de commandes. Mais toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Parce que la plupart des étudiants là-bas, ils font ce genre de choses pour tenir. Mais toi, est-ce qu'il y avait une raison particulière pour que toi, tu n'aies pas de travail? En fait, peut-être j'ai mal dit. Je ne prenais pas les commandes. Ok, Peut-être autant mieux le dire comme ça. Je ne prenais pas les commandes. Parce que pour moi, quand je n'avais pas de l'argent pour acheter mon matériel ou je n'arrivais pas à manger, la seule issue qui venait dans ma tête, c'est je vais écrire à une, deux amies, tu n'as pas besoin de tresses. Viens, je te fais peut-être ce que je te faisais à 2000, viens, je vais te faire ça à 1000 francs. Okay. Donc, je trouvais ça vite fait, quoi. Et puis, je fais les tresses, je prends mes 1000 francs. Que de prendre un portrait, avoir peut-être telle somme. Voilà. J'avais des portraits, mais rarement, pas constamment. Je prenais les portraits rarement, pas constamment. Je me focalisais plus sur la peinture, sur mon travail personnel que j'effectuais et la coiffure que tu faisais de temps en temps comme métier alimentaire. Bah oui, justement, quand tu parles de peinture, j'aimerais bien savoir, pendant ton apprentissage, il y a quand même un moment où vous êtes dans la recherche, c'est-à-dire votre thème, etc. Peux-tu me parler un peu de comment tu as, en fait, le thème que tu explorais déjà à cette période-là à l'Institut des Beaux-Arts de Consamba? D'accord. Le thème que j'explorais, c'était sur le portrait. Mon thème était basé sur le portrait. C'est vrai que j'ai eu une recherche beaucoup plus technique parce que ça a aussi été un élément qui a failli me décourager. Donc, je me suis lancé le défi que tout ce qui concerne la technique, les techniques, peu importe la discipline, je dois d'abord maîtriser la chose. Donc, c'était un défi que j'avais et mon thème était porté sur le portrait. Et pour travailler justement en peinture, on a souvent ce prétexte-là d'avoir aussi une thématique liée soit à la société, soit à son univers personnel. Moi, ayant fréquenté à l'extrême nord, à l'Adamawa, une chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le dynamisme féminin. Voilà, voir des femmes dans l'agriculture, même à l'ouest dans mon village, dans l'agriculture, voir des femmes qui conduisent des motos Honda, pas moto dame, la Honda carrément, parce qu'à Mawa, c'est carrément fréquent de voir les femmes avec des motos, voir des femmes déléguées des travaux publics. Parce que mon papa était délégué et du coup, dans son univers, quand il avait souvent ses réunions, ses collègues arrivaient, je voyais des femmes. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et maintenant, vouloir explorer justement cet univers du portrait, d'identité, je passais mon temps à représenter ces figures-là, voilà, comme une manière. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé thématiquement pour ma pratique artistique. J'étais plus basée sur la grandeur féminine, le dynamisme de la femme. Voilà, c'était quelque chose en moi, je voulais montrer ça. Oui, que la femme doit exister en fait, elle doit exister. J'avais un peu ce petit combat-là que je voulais montrer dans ma pratique. Mais est-ce que toi, tu te définissais à cette période-là comme, on va dire, une artiste féministe? Est-ce que tu étais dans ce combat-là où... J'exprimais juste ce que j'avais envie, quoi. Elle dit que j'étais dans ce combat féministe déjà, c'est voilà. J'étais juste dans cette envie de présenter ce côté-là lié à la femme dans la société, aussi son entourage par rapport à la famille. Donc après ça, la thématique a aussi évolué. C'est vrai qu'il y a eu un petit break concernant, depuis 2016, ces notions de crise. J'ai aussi exploré ça parce que j'avais ma famille qui vivait à Maroua, cette période de crise. Et aussi... Lors des attaques de Boko Haram. Oui, plusieurs fois. Et moi-même, après mon baccalauréat en 2014, je suis allée à Maroua parce que là, on venait d'affecter le papa à Maroua.
Et j'ai fait 2 mois à Maroua. Moi-même, j'ai vécu la situation. J'habitais Domayo, au Carrefour Sahara, là. Il y avait parfois les tirs. Voilà, il y avait parfois les tirs et c'est quelque chose de frustrant quand même. J'imagine ceux qui ont vécu à l'intérieur de 2016 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à Maroua ou à Boya ou Bamenda, voilà. Et donc du coup, 2018-2019, c'est une thématique qui a aussi un peu impacté ma pratique artistique parce que c'est aussi la même période où j'entre en contact avec ma belle famille, quoi. Oui, je viens de rencontrer ma belle famille et aussi leur témoignage par rapport à ce qu'ils vivent à Bamenda, Boya. C'est quand même quelque chose qui a impacté ma pratique. J'ai fait une série sur ce thème de crise, quoi. Et c'était toujours le portrait que j'expérimentais. Et c'était toujours lié au genre féminin? Oui, au genre féminin parce que j'ai travaillé sur les déplacements liés à la notion de crise et c'était plus les femmes et les enfants parce que les hommes restaient beaucoup plus pour la guerre puisqu'on enlevait les hommes pour pouvoir les obliger à être combattants. Du coup, les femmes étaient en déplacement. Voilà. J'ai exploré ce thème-là et c'était plus axé sur la gente féminine aussi parce que les hommes étaient enlevés. Bon, c'est vrai, je ne me suis pas penchée dessus, mais dans la continuité de la thématique que j'avais, au premier regard, au premier toucher du thème pour ma pratique, je me suis lancée sur cette piste-là et c'est là où je commence à explorer des découpages, des collages un peu bouleversés sur ma toile. Voilà. C'est cette notion de crise-là qui m'a aussi poussée à tester, quoi, si je vais expliquer ça comme ça, explorer, expérimenter même à la limite, voilà, des choses que je n'avais pas encore expérimentées et qui m'ont donné des résultats plastiquement différents aussi. Parce que j'avais toujours ça en tête. Certes, j'ai un thème, mais j'aimerais que ce thème m'amène à explorer quelque chose d'autre, voilà, quelque chose sur ma palette artistique et que ça me donne aussi un résultat inattendu, que moi-même je sois surprise. Je suis un peu aussi dans cette optique-là pour parler de ma démarche artistique. Lorsque j'ai un thème, c'est vrai qu'il y a aussi l'intuition qui est en jeu, mais je laisse vraiment cette intuition-là s'exprimer sur mon travail et généralement, ça me donne aussi des résultats inattendus auxquels je ne m'attends pas, auxquels je découvre aussi. C'est génial, c'est génial. En fait, pour moi, ça devrait être peut-être même le creuset de ce que nous faisons, quoi. Parce que quand tout est calculé là, et après, bon, on a aussi des résultats intéressants, mais moi, je me demande des fois que nous-mêmes, en tant qu'artistes, on n'a peut-être pas de plaisir de faire ça. Parce qu'on sait déjà à l'avance ce que ça va être. Alors que quand on est dans l'expérimentation, des fois devant une photo ou devant un tableau ou une vidéo, on se dit « Waouh, mais c'est moi qui ai fait ça ». Et là, il y a une sorte d'émulation personnelle aussi. À suivre donc la pause d'art. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvonne Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Gangmo. Réalisation, Yvonne Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.